Bonjour et bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. On va revenir sur un sujet qui est omniprésent et qui devrait de plus en plus occuper l'espace dans nos vies, celui de la blockchain. On en parle tout de suite dans Business Models. Alors, pour évoquer ce thème, j'ai le plaisir de recevoir Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Vous êtes associé chez SmartChain. En un mot, qu'est-ce que fait SmartChain ? SmartChain, on accompagne des entreprises et des entrepreneurs à utiliser la technologie blockchain pour répondre à leurs enjeux terrain et aux business qu'ils veulent monter, tout simplement. Et en particulier avec de nombreux projets en Afrique, on va y revenir au cours de l'émission. Mais on commence toujours par une petite séquence actualité. Alors, on ne peut pas dire blockchain sans penser Bitcoin, et ça tombe bien parce que le Bitcoin revient sur le devant de la scène presque à ses plus hauts historiques. Oui, tout à fait. Je pense que c'est dû à plein de choses. Après, aujourd'hui, on est quand même dans une grosse incertitude. On ne sait pas où ça va aller. C'est beaucoup de spéculation. C'est plus d'1 trillion. Enfin, beaucoup plus d'1 trillion maintenant. C'est à 1000 milliards. Donc ça commence à faire un peu. Après, je pense qu'il y a un indicateur qui est très fort, c'est le Bitcoin, la monnaie légale dans un pays dans le monde, qui est Salvador. Et donc on commence... Et illégal en Chine, en Inde, les grands pays qui essayent de s'en débarrasser. Qui essayent de s'en débarrasser. Après, comment on peut autant rendre illégal quelque chose qui est décentralisé par essence et que tout le monde peut accéder à compter du moment où il a accès à Internet. Alors ça, ce sera un vrai test, quand les États-Unis vont commencer à taper du poing sur la table, parce qu'apparemment c'est en train de se préparer. Est-ce que la décentralisation suffira pour résister à des États centralisés ? Je ne sais pas. On pourrait prendre l'exemple d'Uniswap, qui est la plateforme d'échange décentralisée la plus connue, donc qui permet de convertir des monnaies, alors on peut les appeler monnaies ou non, mais des actifs numériques les uns contre les autres sans avoir d'intermédiaire central pour très peu cher. Aujourd'hui, la SEC, donc aux États-Unis... C'est le gendarme boursier. Le gendarme boursier, exactement, financier aux États-Unis, est en train de dire, est-ce qu'on ne devrait pas faire un KYC, donc identifier toutes les personnes qui utilisent cette plateforme-là. Sauf qu'en fait, la problématique qu'on a, c'est que c'est le smart contract qui est dans la blockchain, qui lui porte tous les fonds. Et fondamentalement, moi, si je sais rentrer quelques lignes de commande, alors c'est pas trivial non plus, je peux interroger le smart contract et travailler avec le smart contract sans passer par une interface. Vraiment juste avec mes lignes de commande sur mon ordinateur. Donc fondamentalement, oui, la SEC peut dire « Ok, on va identifier tout le monde », mais est-ce que demain, le fait d'identifier tout le monde, est-ce que ça résout fondamentalement le problème ? Non, parce qu'en fait, ça va faire comme avec les torrents. Il va y avoir, ok, on shut down un site, on en ouvre un autre, et au bout d'un moment, il y aura simplement des choses où tout le monde pourra interagir de manière décentralisée, juste en ligne de commande, et peut-être que ça deviendra une nouvelle norme. Donc aujourd'hui, on ne sait pas trop, parce que c'est vrai que le KYC, pour nous, c'est qu'une étape du problème. Le KYC, c'est Know Your Customer, c'est-à-dire vous identifier, en fait, finalement, une carte d'identité pour acheter des produits financiers. C'est ça. C'est ce que ferait une banque quand on ouvre un compte. Donc sur le Bitcoin, vous investissez, par exemple ? Alors j'ai investi dans le Bitcoin, aujourd'hui je suis beaucoup moins dedans, même si pour moi c'est le futur étalon, parce qu'il est construit pour que ça le soit, et je pense qu'aujourd'hui c'est très ancré dans le cœur de beaucoup de personnes ce Bitcoin, et notamment des early adopters de la blockchain. C'est le premier, c'est historique, c'est quand même le système informatique qui est le résistant à la censure. Il n'y a pas eu un seul problème depuis sa création, depuis plus de 10 ans. On est sur un système qui, à l'échelle, en termes de système financier, sera beaucoup moins énergivore qu'on le pense aujourd'hui, parce que c'est les critiques qu'on donne beaucoup au Bitcoin, mais finalement, est-ce vrai ? À l'échelle, ça l'est beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins, et c'est des statistiques qui le prouvent. Après, à côté de ça, moi, personnellement, le Bitcoin aujourd'hui, je ne comprends pas trop le prix, mais en dehors de ça, je me dis, les fonds d'invest sont tous rentrés ou sont en train de rentrer. On ne parle pas de la population et de Kidam, on parle vraiment des gros porteurs. Tout le monde y arrive. Bon, on ne va pas faire toute l'émission sur le Bitcoin. Il y a un autre sujet dans la blockchain, rattaché à la blockchain, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est les NFT, les Non-Fungible Tokens, c'est-à-dire des cryptos uniques, on pourrait dire. Oui, tout à fait. Alors, un NFT, c'est génial parce que c'est représenter quelque chose dans le numérique et de manière unique, effectivement. Et ça peut être plein de choses. Ça peut être un droit de vote, une œuvre d'art, ça peut être une prise de participation dans un immeuble en tant qu'actionnaire de l'immeuble, un propriétaire. Ça peut être une cargaison de cacao de Côte d'Ivoire qui est en fait sous forme de NFT, qui est en fait le token qui se passe de main en main pour passer la responsabilité et agréger des données tout au long d'une chaîne de valeur et avoir une traçabilité entière. En fait, c'est une vraie innovation technologique, ce NFT. Aujourd'hui, c'est
très connu pour la spéculation et parce qu'on voit un OpenSea qui, au mois d'octobre ou de septembre, a fait 2,5 milliards de volume d'affaires, avec 2,5% de frais sur les transactions. Donc, c'est des entreprises qui sont extrêmement rentables, mais derrière, la réalité, c'est qu'on voit alors, j'ai pas envie d'appeler ça des œuvres d'art, parce que pour moi, ça n'en est pas, mais des gribouillis qui se vendent à des dizaines de milliers de dollars, notamment. Ouais. N'importe qui maintenant peut créer aussi un NFT. Je crois qu'Instagram permet aux Instagrammeurs de NFTiser, pardon pour le néologisme, leurs photos. Donc vous pouvez vendre vos photos de vacances maintenant. Il y a Instagram, il y a Visa qui lance un marketplace, Coinbase qui est rentré en bourse il y a quelques mois aussi. Qu'est-ce que ça dit sur cette marchandisation de nos vies finalement? C'est-à-dire qu'on peut Instagrammer et prendre en photo toute sa vie et puis bientôt on pourra la commercialiser aussi? C'est vraiment ce paradigme où je suis producteur de contenu, je suis producteur de données, et une donnée peut être une image, et c'est ma propriété. Et donc, si je veux la commercialiser, charge à moi de la commercialialiser. Contrairement à un Facebook qui aujourd'hui, je cite Facebook, YouTube, Instagram... C'est méta maintenant dans l'univers. Exactement. Mais c'est vrai que tous ces acteurs-là, aujourd'hui, reposent sur un modèle publicitaire à plus de 90% de leur revenu, grosso modo. Demain, la réalité, et on le voit déjà sur Brave, et c'est ce qu'on pousse, en tout cas les aficionados de la blockchain, c'est vraiment ce qu'on pousse, c'est de dire non, demain, chacun a son wallet qui détient ses déterminants d'identité, sa carte d'identité, son justificatif de domicile, son argent, etc., ses actifs, qui sont ses photos, ses vidéos, et charge à lui de les monétiser s'il le souhaite. Il ne faudra pas le perdre, ce wallet. Il ne faudra pas le perdre. Et en tout cas, ça redonne du pouvoir à l'individu. C'est l'objectif. C'est ça la philosophie fondamentale? C'est la philosophie et c'est redonner du pouvoir au travers de la transparence. Donc il faut comprendre aussi qu'on regagne du pouvoir, mais la réalité de ce regain de pouvoir, c'est une prise de responsabilité aussi individuelle, parce que tout est visible. Et donc finalement, cette transparence qui est poussée à l'extrême, ça plaît pas à beaucoup de monde non plus, parce qu'on ne peut plus rien faire sans que ce soit vu, même si c'est pseudonyme sur la plupart des blockchains, mais on ne sait pas. C'est traçable en tout cas. C'est traçable, voilà. On va s'intéresser tout de suite à SmartChain, votre entreprise. Alors, SmartChain, vous proposez donc de mettre à la disposition d'entreprises, de vos clients, ces technologies blockchain. Tout à fait. Comment c'est né Comment est né SmartChain? Alors, c'est né de la rencontre de Jérémy Martin et Adrien Hubert, qui sont mes deux associés aujourd'hui, qui se sont rencontrés, il me semble, sur les bancs de Natixis, au tout début de la blockchain chez eux en 2015. Qui sont liés d'amitié, ils ont voulu se rentrer sur ces sujets-là. Ils ont d'abord monté une boîte qui faisait plutôt du conseil en gestion de patrimoine sur des actifs crypto. Et ensuite, ils ont voulu dériver vers le conseil aux entreprises, les corpos, comme on connaît. Mais donc c'est une société de conseil, c'est pas une société qui propose un produit. On aurait pu imaginer, quand on est un spécialiste de la blockchain, on lance son OpenSea ou d'autres, ou sa tokenisation d'immeubles. Non, là vous voulez être complètement transverse. C'est vrai que c'est un positionnement qui est choisi à assumer. Après, aujourd'hui, on est plutôt sur une logique de créer des briques technologiques qu'on peut déployer très rapidement pour le compte de clients qui, eux, vont adresser des business models, des cas d'usage. Parce qu'une réalité, c'est que nous, ce qu'on aime, c'est accompagner des clients, on aime accompagner et répondre à des enjeux très concrets. Ouais. On veut bancariser 1 million de personnes, on va bancariser 1 million de personnes. Mais est-ce que c'est à moi de le faire? Non. Moi, je suis provider de technologie, je peux donner beaucoup de conseils, mais je ne peux pas porter les sujets. Et c'est notre positionnement aujourd'hui. On se dit, on a plus vocation à porter les sujets. Après, ce n'est pas une réalité absolue, parce qu'aujourd'hui, on vient de boucler une levée en private sale, donc on va dire en pré-seed, sauf sans dilution de capital évidemment, sur un projet interne qu'on coporte avec 3 boîtes françaises, 3 entreprises françaises, et qui va être le projet SmartChain des prochaines années. Même si on a des clients à côté, la réalité c'est qu'on a quand même cette vocation, nous, de trouver ce qu'on a envie de faire. Mais c'est quoi ce projet ? C'est une infrastructure de produits DeFi, donc finance décentralisée, qui commence par une chose très simple, qui est un Launchpad, donc un Kickstarter décentralisé, pour lancer et accélérer des projets à impact. Donc on est 3 sociétés, SmartChain en tant qu'expert blockchain purement, Matters, qui est une société, un startup studio sur la place parisienne qui a 14 ans d'expérience et qui accompagne dans la création de produits digitaux, l'accompagnement aujourd'hui. On sait que sur la blockchain, il y a des réels problèmes du XUI. Donc on ne sait pas trop comment s'y retrouver. D'interface utilisateur. Exactement. Et les anglicismes, pardon. J'essaye de traduire au fur et à mesure. On a des vrais problèmes là-dessus et Matters, c'est son métier. Et depuis 14 ans, ils le font très très bien. Et Steam, qui est spécialisé dans ce qu'on appelle l'innovation de rupture, la réinvention des business models, comment on décarbone une chaîne de valeur,
Et donc là, on a un bel attelage pour faire de l'accompagnement de projet, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'impact. On pense que la technologie blockchain peut faire beaucoup de bien en tant que moyen pour résoudre ces problèmes-là. Et alors c'est pour ça justement qu'on vous a invité, Vincent, pour parler de ce que vous faites sur l'Afrique, sur le continent africain, parce que en effet, vous dites c'est un formidable continent pour arriver directement avec des technologies nouvelles et bypasser en bon français, c'est-à-dire faire passer directement à une nouvelle technologie et pas avoir tout l'historique. Ouais. Qu'est-ce que vous faites concrètement en Afrique comme projet ? Alors aujourd'hui, on a beaucoup d'échanges dans différents pays, notamment en Afrique de l'Ouest, à des niveaux soit des coopératives agricoles par exemple, ou des unions de coopératives, sur répondre à leurs enjeux clés. Je prends l'exemple du cacao, qui est un très très bel exemple pour moi en Côte d'Ivoire. On sait que c'est une ressource clé en Côte d'Ivoire, qui nourrit quand même beaucoup de millions de personnes dans ce pays. Tout le monde mange du chocolat. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'est captée la valeur ? La valeur n'est certainement pas captée en début de chaîne, et on le sait très bien. Et ça, c'est vrai aussi en Europe. Le fabricant de pommes de terre dans le nord de la France, il gagne quelques centimes sur le kilo de patates, alors que vous l'achetez plusieurs euros dans le supermarché. C'est vrai. Après, c'est aussi une dynamique qu'il y a sur le continent africain, où il y a une vraie volonté d'avoir ce saut technologique dont vous parliez avant, avancer plus vite, plus fort, et surtout se sortir d'être tout petit, et alors qu'on a tout ce qu'on veut, les matières premières sont là. La réalité, c'est que les matières premières sont là, et l'avantage du cacao et des fèves de cacao, c'est que ça a de la valeur. Une fois que c'est transformé. Comment est-ce que la blockchain redonne de la valeur au producteur initial, au début de la chaîne ? Ouais, comment on fait ça ? C'est simplement en mettant en relation des acheteurs et des vendeurs, donc vraiment cette logique de marketplace assez globale, et ensuite derrière en ayant une logique d'avoir une traçabilité de bout en bout sur les produits. Donc c'est-à-dire on désintermédie, en fait, c'est ça l'idée ? Alors, c'est ça qui est rigolo, c'est que finalement, est-ce qu'on désintermédie ou non ? Pour moi, on ne désintermédie pas, c'est simplement on a une plateforme qui permet à un acheteur de dire « moi, je veux du cacao grade 1 qui est produit dans cette zone-là ». En face de ça, on va y avoir un vendeur. Ils vont se mettre d'accord sur « ok, je suis prêt à te l'acheter ». On va utiliser un système de séquestre où l'acheteur va mettre ses fonds sous séquestre pour prouver qu'il a bien l'argent et qu'il va payer. La marchandise est envoyée. Et en fait, derrière, il y a tous les intermédiaires sont encore là, le transport. Donc ça ne change pas grand-chose, alors, s'il y a tous les intermédiaires. Ça en termes change, de marge pour le producteur. De marge pour le producteur, ça va pas changer grand-chose. Ce qui va changer, c'est qu'on va pouvoir vendre plus cher à l'acheteur parce qu'on va avoir un storytelling, on va avoir une belle traçabilité qui nous permet justement de mieux se légitimer vis-à-vis de l'acheteur final, qui serait une chocolaterie, par exemple, qui pourrait acheter des fèves de cacao. Tout l'enjeu, par contre, il est de réfléchir écosystémique, chaîne de valeur, et quand on fait ça, on se dit, en fait, la réalité, c'est qu'il faut qu'on internalise les forces de production, de transformation. On a besoin d'avoir des usines de transformation au plus près des coopératives agricoles, et dans quelle mesure on peut réinventer des nouveaux modèles de financement de ces usines pour que les agriculteurs aient directement, eux, la capacité de transformer leurs produits en produits semi-finis, donc beurre de cacao, poudre de cacao et potentiellement en chocolat. Donc la blockchain, dans votre exemple de cacao, sert à deux choses. Tracer finalement l'origine des fèves de cacao jusque sur les marchés consommateurs, et puis aussi éventuellement permettre de financer des projets. Donc là, c'est le monde capitaliste classique. C'est ça. Mais avec beaucoup plus de liquidité, de fluidité. Facilité. Notamment parce qu'on travaille avec un réseau EIC Corporation, qui est un réseau issu de la diaspora. Et c'est vrai qu'eux cherchent justement ce type d'investissement parce qu'ils ont envie de réinvestir au pays ou de revenir au pays. Et c'est vrai que là, on a vraiment un véhicule qui est extrêmement facile d'utilisation, qui est très fluide. Et j'ajouterais, on peut financer une usine de transformation comme on peut préfinancer une récolte. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de mettre en place notamment, c'est le préfinancement de récolte. Un des enjeux clés de l'agriculteur, c'est son cash flow, c'est sa trésorerie à court terme. Aujourd'hui, quand il a ses produits qui sont sortis de terre, mais qu'il ne les a pas vendus, il n'a pas d'argent et ça ne va pas. Mais par contre, si on peut préfinancer... Le Chicago Board of Trade, la futurisation des revenus pour l'agriculture. Et finalement, vous faites la finance à la papa, mais version 2.0 ? C'est un peu ça, exactement. Et l'avantage étant que c'est ouvert à beaucoup plus de monde.
ça existe déjà ou c'est que des projets? Pour l'instant, est-ce que cette traçabilité, ce financement de récolte ou d'usine existe? Le préfinancement arrive là cette année. La traçabilité, on a une complexité qu'il faut allier le physique et le digital. Et la blockchain, on dit souvent que c'est un excellent outil de traçabilité, mais dans le monde numérique. Ensuite, quand il faut relier une cargaison ou une fève de cacao avec le monde numérique, on n'est plus du tout dans la même affaire. Ouais. Et là, on a beaucoup de complexité. On travaille sur des balances de pesée. Donc, on a des balances de pesée qui sont connectées via Bluetooth à un téléphone, qui sont par un partenaire qui fait déjà ça sur des filières de thé, par exemple. Et en fait, quand on met des fèves de cacao dans les sacs en jute, on les pose, il y a un ticket de pesée. C'est contre le ticket de pesée que de base, l'agriculteur se fait rémunérer. Et donc là, on va tokeniser ce ticket de pesée au moment où le sac est mis sur la balance, qui est envoyé par Bluetooth sur le téléphone, et un ticket de pesée numérique qui est tokenisé et qui peut être utilisé pour préfinancer ou pour vendre en amont. Mais qu'est-ce qui garantit que c'est le même sac qui arrive? Alors après, aujourd'hui, l'optique sur ça, c'est un scellé. Et on ne peut plus y toucher, il peut pas, une fois qu'il est braqué. Et il y a un code barre ou un QR code qui est associé? Un code barre, pour le moment. Et alors, c'est pas ce qu'il y a de plus optimisé, mais on y va, on y tend. Après, évidemment, on pourrait avoir la RFID partout, donc des petites tags RFID, comme on en a chez Decathlon, qui sont les leaders en France sur ce sujet en termes de traçabilité et de gestion des stocks. Mais la réalité, c'est que c'est pas viable. Et en plus, quand on parle de développement durable et d'impact, est-ce que mettre des tags sur tous les colis sans qu'on ait une supply inverse, donc un retour de ces tags à l'envoyeur pour qu'ils puissent être réutilisés, est-ce que c'est bon pour l'environnement? Je suis pas persuadé non plus. Donc on doit se questionner. Donc on a vu cet exemple très emblématique avec les fèves de cacao. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous travaillez en Afrique notamment? On travaille principalement sur des problématiques financières aujourd'hui, donc d'accès à l'argent, le wallet tout simplement, un wallet crypto. Alors il faut peut-être expliquer ce que c'est un wallet. Un portefeuille numérique, donc c'est une application mobile sur laquelle on va pouvoir détenir des actifs qui peuvent être des crypto-monnaies généralement. Donc c'est comme votre compte en banque, mais votre wallet. Sauf que vous le détenez. On dit souvent be your own bank, donc soyez votre propre banque. Et là on travaille beaucoup sur ces sujets-là, notamment dans le cadre de comment est-ce qu'on peut rendre formel ce qui est aujourd'hui informel, comment est-ce qu'on peut accompagner quelqu'un qui a des revenus, ou du moins qui a une activité économique et qui génère de la valeur localement, comment est-ce qu'on peut l'accompagner à avoir une capacité à recevoir aussi de l'argent, à avoir des minima sociaux et à imaginer de nouveaux modèles. Après ça c'est du temps très long, avec des discussions, je pars en Côte d'Ivoire là dans un mois pour discuter à des niveaux intéressants pour justement pousser ces choses-là. Mais il y a une réalité aujourd'hui, c'est que on pense que c'est très communautaire, mais pour que ce soit vraiment implanté et qu'on l'utilise, notamment dans les logiques d'identité décentralisées, il faut travailler avec tous les acteurs en présence, sinon ça ne fonctionne pas. Pourquoi vous êtes intéressé au marché africain plutôt qu'au marché européen, où il y a aussi tout à construire finalement? Alors, le marché européen, on y est par défaut aujourd'hui. Et ça nous va très bien parce que c'est là où on fait notre beurre finalement, c'est là où on vit et on fait plein de choses. La réalité, c'est qu'on pense à l'horizon 5-10 ans et là où il y a beaucoup de choses à faire, où il y a une croissance démographique qui va exploser, où il y a des besoins en éducation qui sont dingues et il y a une opportunité qui est folle aussi pour ces acteurs locaux, on pense que c'est là-bas, en Amérique du Sud aussi, en Asie du Sud-Est aussi. Et en fait, c'est toujours plus simple de construire des choses qui sont très disruptives au sens où on l'entend aujourd'hui, dans des pays qui sont de base, qui ont beaucoup moins en termes d'infrastructures IT, techniques, et c'est beaucoup plus simple de construire sur rien, entre guillemets, j'aime pas dire ça, que de déconstruire ce qu'on a ici pour reconstruire. Et aujourd'hui, les logiques d'identité, on voit par exemple en Éthiopie, il y a plus de 5 millions d'étudiants qui ont reçu une identité numérique sur blockchain pour avoir leurs certificats d'études, leurs soft skills, etc. etc. Donc ça a été fait par Cardano en Éthiopie avec le ministère de l'Éducation. Et ça, le faire en France, tu peux que le faire avec le privé. Tu peux pas avoir un déploiement à large échelle aujourd'hui parce que ça prend trop de temps. Enfin, c'est très très long. Et la blockchain, un mois, c'est un an. Donc il faut aller vite. Et comment est-ce qu'on rattache cette identité numérique avec la personne? Parce que est-ce qu'on peut falsifier finalement cette identité? On peut dire je la passe à mon cousin, à mon frère, à un ami?
Non, la logique, c'est derrière, sur cette identité-là, en l'occurrence, c'est toi qui portes tes clés, donc ton mot de passe, et c'est ton wallet à toi. Donc il n'y a que toi qui peux l'ouvrir. Après, si tu donnes ton mot de passe et que tu donnes ton identité, ça, malheureusement, c'est un peu compliqué. Après, il y a de plus en plus de projets qui sortent de l'eau et qui fonctionnent très bien. On a une Iris en France, par exemple, sur tout ce qui est événementiel, qui va réussir à avoir beaucoup plus de granularité sur comment est-ce que tu peux authentifier quelqu'un, parce que c'est ça le sujet. C'est OK, tu me dis que c'est toi, mais comment est-ce que je peux prouver physiquement que c'est toi? Et là, on a du face scan, de Face ID, comme on a sur nos téléphones portables aujourd'hui pour déverrouiller. On n'est pas obligé de se tatouer un QR code encore. Pas encore, ni de se mettre une puce dans la main, mais on n'est pas dans James Bond. Pas encore. Mais... Bon, Vincent, on va s'intéresser maintenant à vous, votre parcours, malgré votre jeune âge. Yes. 23 ans à peine et c'est déjà votre troisième entreprise. Oui, effectivement. Après, est-ce que les premières ont été une réussite ou non? Ça, c'est une oui, c'est comme ça qu'on se fait des cicatrices et qu'on se fait une expérience. Mais voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aimez aussi changer, avoir des défis nouveaux? Je pense que c'est pour ça qu'on fait du conseil. Aujourd'hui, c'est chaque personne à qui on parle a une problématique différente et on essaye de résoudre ces problèmes-là avec des choses qu'on connaît et en essayant de rationaliser parce qu'on fait de la tech, finalement. On fait de la tech. Moi, j'adore tout ce qui a un attrait à l'entrepreneuriat, évidemment. Donc, créer des projets, monter des projets. Après, ce qui m'intéresse, c'est plutôt aider ceux qui ont les bonnes idées, notamment. Et vous êtes informaticien, ingénieur à l'origine ou pas spécialement? Pas du tout, moi je suis plutôt issu du commerce. Après j'ai appris à développer des sites web, j'ai appris à développer des smart contracts. Je suis à un bas niveau, mais je comprends déjà. Et vous arrivez à faire comprendre, à évangéliser, à expliquer au reste de la planète quels sont ces enjeux? C'est pas chose facile parce que quand on parle de blockchain notamment, on parle de beaucoup de notions, que ce soit économiques, historiques, philosophiques, technologiques. C'est une conjugaison de choses qui font que. Donc c'est pas facile et ça dépend pleinement à qui on parle. Je pense qu'aujourd'hui, la manière dont on a de mieux l'expliquer, ou du moins que les gens comprennent bien, c'est par langue des cas d'usage. Je prends toujours l'exemple de mes parents qui ont compris l'intérêt de la technologie, qui sont tous les deux dans le corps médical, compté du moment où on a parlé des dossiers médicaux partagés, qui est quand même un très beau fiasco aujourd'hui en France dans la gestion, et comment en fait le principe d'identité et de gérer ces datas pouvait aider. C'est intéressant parce qu'en effet, il y a un paradoxe. C'est censé décentraliser et en même temps on voit bien qu'il y a une unité centrale qui coordonne. Quand vous parlez de l'exemple éthiopien avec cette identité pour ses étudiants, ça vient de l'État, ça vient d'en haut, donc c'est centralisé. Donc on peut avoir de la blockchain décentralisée et de la blockchain centralisée en quelque sorte. Oui, dans la mesure où tout est question de gouvernance. Pour nous, la blockchain, c'est la révolution de la gouvernance et on peut construire des nouveaux modèles de gouvernance. Derrière, la réalité, c'est qu'on doit faire avec le terrain aussi. Parce que c'est vrai qu'on a deux mondes qui se battent en duel et ils se battent pas du tout parce que d'ailleurs, ils sont complètement éloignés. Il y a la DeFi, le Web3, donc ça, c'est le monde des cryptos assez profond et le monde réel. Et en fait, ces deux mondes aujourd'hui ne cohabitent pas. Les personnes qui sont vraiment dans la DeFi pure n'ont pas un intérêt direct à aller dans le monde réel parce que c'est beaucoup trop complexe, il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en considération parce qu'il y a des États, oui, il y a des États, effectivement, il y a des entreprises, il y a des concitoyens, alors que dans la DeFi, c'est des pseudonymes, des adresses publiques et on se pose pas trop la question parce qu'on se soustrait à toute autorité étatique qu'on juge indue. Ça, c'est clair, c'est la théorie crypto-anarchiste. Crypto-anarchiste. Vous avez des modèles alors, crypto-anarchistes, parce qu'on appelle l'émission Business Models. Est-ce que vous avez des icônes? J'ai pas à proprement dit d'icônes personnellement, mais je respecte énormément les chercheurs personnellement et ceux qui ont permis d'arriver jusqu'où on est aujourd'hui. Nick Satoshi. Satoshi, qui est-ce? Mais évidemment. Vous avez un poster de lui dans votre chambre? Pas du tout. Non, mais par contre, un Nick Szabo, je respecte énormément son travail sur les smart contracts. Alors, c'est lui qui a introduit la notion de smart contract dans les années 94, je crois. Donc, cette capacité à avoir un code qui s'exécute automatiquement. Donc, c'est un logiciel informatique. Et il a parlé de Binomony il y a bien longtemps aussi, donc c'est cette monnaie numérique. Toutes ces personnes-là, en fait, étaient déjà très en amont et c'est eux qui étaient aussi les pionniers de l'Internet et des promesses initiales de l'Internet où on arrive aujourd'hui potentiellement avec la technologie blockchain. Alors j'ai dit, vous êtes très jeune, 23 ans, la vie devant vous, c'est quoi votre ambition? Comment est-ce que vous vous projetez professionnellement?
Professionnellement, personnellement, je me projette au sein d'une équipe qu'on a montée aujourd'hui avec plus d'une trentaine de personnes. On est en train d'évoluer relativement vite et on se projette sur nos projets. Donc le Kardashift, qui est ce projet qui a pour vocation d'accélérer les projets à impact. Quand je dis projet à impact, ça peut être là aujourd'hui, on a un projet de dépollution de la mer, par exemple, où on a l'intérêt à utiliser la blockchain comme source de financement et d'interaction dans l'écosystème pour gamifier un peu toute cette expérience. Moi, je me vois continuer là-dedans parce qu'aujourd'hui, c'est un plaisir de rencontrer des entrepreneurs qui ont des belles idées et de dire, OK, comment est-ce qu'on peut te permettre de profiter à la fois de la technologie et surtout de la manne financière, parce qu'aujourd'hui c'est une réalité, il y a une vraie manne financière dans les crypto-monnaies. Est-ce qu'on peut pas te permettre, toi, de profiter de cette manne financière pour que tu aies un impact positif sur le monde ? Sûrement. Donc c'est là où je me vois, c'est continuer dans cette optique-là. Après, demain, on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc on verra bien. Bon, vous viendrez nous raconter la suite. En tout cas, bon vent. Et puis, on voit en effet comment ces nouvelles technologies permettent d'avoir un impact qu'on espère le plus favorable possible sur la marche du monde. Merci Vincent. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.